Bonjour, donc je vous remercie d'être venus aujourd'hui aussi nombreux pour cette première conférence de notre deuxième cycle, que le comité d'histoire de la ville de Paris et les archives de Paris mènent en commun. Ce cycle, donc on l'a intitulé Les arts du superflu, un luxe indispensable. Alors ce titre, c'était un petit peu pour faire un clin d'œil peut-être à Oscar Wilde qui disait nous vivons une époque où le superflu est notre seule nécessité. Donc est-ce que tout ce qu'on a finalement pour chacun, l'idée de superflu est différente pour chacun, et on verra que ces arts du superflu au cours de ce cycle, dont vous avez peut-être pu prendre un programme avant d'entrer dans la salle ou que vous pourrez prendre en sortant de la salle, ces arts du superflu, c'est l'art aujourd'hui de l'horlogerie, c'est l'art des fleurs artificielles, l'art des chapeaux, l'art du bronze décoratif, l'art du parfum. Et donc il s'agissait pour nous de s'intéresser à la fois à ce luxe parisien, à la fois à la fabrication, à la commercialisation et aussi à la publicité ou à la diffusion à travers la presse, par exemple la presse féminine. On aura une conférence consacrée à la presse féminine, de ces arts du luxe ou du superflu. Pourquoi un luxe indispensable? Parce que, on le sait, Paris est une capitale de l'industrie du luxe, et cette industrie du luxe, peut-être dès le XVIIIe siècle, on le verra aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui, cette industrie de luxe reste indispensable à la fois au rayonnement et à l'économie parisienne. Donc je suis ravie de ce deuxième cycle, puisque voilà, on l'a inauguré avec les lendemains de guerre à l'automne, mais là, c'est un programme, disons, dont j'espère qu'il se continuera, que nous menons avec les archives. L'objectif était donc de faire des conférences, un cycle thématique continu, et aussi de mettre en valeur les archives, le fonds des archives de Paris. Et donc, vous avez ici, avec le dépôt des dessins et modèles, vous avez une petite exposition dans le hall des archives qui met en valeur les fonds conservés aux archives de Paris en lien avec ce cycle. Donc je suis ravie ce soir de laisser très vite la parole à Marie-Agnès Decouit, qui est chercheuse, docteur en histoire moderne, et donc a consacré sa thèse qui est publiée aux Horlogers des Lumières, une thèse qui a reçu plusieurs prix, et qui croise là à la fois une histoire sociale, celle des horlogers, des grands horlogers et des petits horlogers, une histoire culturelle, une histoire des représentations, et plus largement, évidemment, une histoire de Paris, puisque ces arts, ce luxe, ces arts du superflu sont aussi ceux des articles de Paris. Et je suis d'autant plus contente de la recevoir, qu'elle répond bien à l'objectif qu'on s'était donné pour ces cycles de conférences, c'est-à-dire qu'il nous raconte une histoire de Paris, mais qu'il travaille aussi sur les archives de Paris. Et pour sa thèse, elle a beaucoup travaillé sur les archives qui sont conservées ici, notamment sur les dossiers de faillite, si je ne me trompe pas. Voilà, j'arrête de parler et je vous laisse écouter avec plaisir cette conférence. Merci. Merci beaucoup. Si vous m'entendez, je vais parler plutôt un petit peu debout, comme ça je pourrais vous montrer ce qui est affiché derrière moi. Donc merci d'être venu, je suis ravie, puisque une première conférence d'un cycle, on ne sait jamais comment les gens vont apprécier le cycle, et je suis vraiment très contente que vous soyez venus nombreux. Je remercie effectivement, bien entendu, à la fois les archives de Paris et le comité d'histoire de la ville de Paris de m'avoir proposé de vous parler de mon travail, tout simplement, qui s'occupe des horlogers parisiens au XVIIIe siècle. Alors, le cycle va couvrir une grande période de temps, et moi, je m'intéresse plus particulièrement au XVIIIe siècle. Alors, pour entrer un petit peu dans l'esprit du temps, je vous ai directement affiché le blason des horlogers, blason qui est en fait un vitrail que vous pouvez trouver
Dans l'hôtel de ville de Paris, vous savez peut-être que dans l'hôtel de ville au 19e siècle, on a repris les anciens métiers avec un vitrail pour chaque métier, et les horlogers ont leur blason avec une pendule en or et deux montres en argent. Donc on est vraiment dans le monde des horlogers, effectivement qu'ils soient grands ou petits, et je me suis aussi beaucoup intéressée aux petits horlogers. Vous allez voir un peu plus tard ce que j'entends par petits horlogers. Alors, mon titre, Vous avez l'heure, effectivement, pourrait sonner un petit peu anachronique, parce qu'on n'imagine pas deux personnes dans la rue au XVIIIe siècle se croisant et disant « Vous avez l'heure ?» Mais on va voir justement à quoi correspond cette notion d'heure, et qu'est-ce qu'on fabrique en matière d'horlogerie à Paris, et pour qui, et aussi un petit peu pourquoi. Alors plus précisément, on va d'abord regarder le côté de la fabrication, donc du métier d'horloger en lui-même, donc dans le Paris du 18e. Évidemment, vient directement la question ensuite, est-ce que l'horlogerie est un art du superflu, ou quelle est l'utilité de cet art ? Et puis nous terminons avec quelques cas pratiques qui seront d'ailleurs appuyés sur des exemples pris pour la plupart dans les archives de Paris. Alors, pour entrer dans l'ambiance, précisons tout de suite que l'horlogerie à Paris se vendait au XVIIIe siècle dans des boutiques. Alors voici l'intérieur d'une boutique telle qu'elle est présentée dans l'encyclopédie. Alors vous voyez directement bien ici l'horloger qui se trouve de dos, son riche client qui est devant. Pourquoi je dis qu'il est riche? Tout simplement parce que vous voyez que dehors il y a son carrosse qui l'attend avec son valet. Et puis on est dans une boutique, et un élément tout simple, au XVIIIe siècle, l'éclairage n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc pour travailler dans des domaines de précision, on travaille près des fenêtres, donc des grandes fenêtres, avec les ouvriers installés devant des tables qui finalement ne dépareraient pas dans un atelier d'horlogerie d'aujourd'hui, finalement, hein, avec l'ensemble des outils qui sont représentés, et puis quelques montres attachées verticalement, c'est important pour la justesse à la vitre, des pendules, des cartels, des pendules de pied, enfin différents types de production. Donc c'est l'encyclopédie qui présente cette illustration du travail, et comme ça on est sûr que c'est en France. Cela dit, j'ai trouvé un tableau en couleur, c'est le seul que j'ai trouvé d'ailleurs, donc je suis contente de pouvoir vous le montrer. Je suis désolée pour l'effet Larsen. La boutique, un intérieur de boutique d'horloger en Europe, donc on n'est pas sûr que ce soit en France, mais vous retrouvez exactement les mêmes principes que ce que j'ai montré précédemment. Les grandes fenêtres, les grands bureaux, les ouvriers qui travaillent avec tous leurs outils, l'horloger qui est ici de dos, et les riches clients qui ont l'air d'ailleurs de venir un petit peu d'Asie, hein, étant donné leur costume, et bien entendu les montres accrochées verticalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus les pendules. Donc vous voyez, ça n'est pas typique à Paris, cette organisation d'une boutique, et il faut bien avoir en tête que la boutique est le lieu de vente, mais est également le lieu de production. Donc production, vente sont deux éléments qui sont complètement mêlés au XVIIIe siècle. Alors, il faut que je précise un autre élément. Je vous donne là quelques éléments de contexte pour mieux comprendre l'environnement dans lequel on se situe. Donc, nous sommes au XVIIIe siècle. Les métiers sont très encadrés. On appelle ça des communautés d'arts et métiers. On pourrait dire corporation, mais c'est plutôt les Anglais qui utilisent ce terme de corporation. C'est un métier qui est encadré par des règles qui sont signées par le roi. On appelle ça des lettres patentes depuis 1544. Que disent ces lettres patentes? Elles disent un peu la même chose que pour les autres métiers, c'est-à-dire qu'il faut être maître horloger pour pouvoir ouvrir une boutique sur la rue et pour pouvoir produire des objets en son nom propre. C'est la même chose dans d'autres métiers, il faut être maître pour avoir une boutique. Autre élément qui est assez commun dans les textes, les fils d'horlogers ont la préférence pour devenir maître. Pour les autres, l'apprentissage est possible, il est long. Alors 8 années est long parce que c'est en fait la plus longue durée d'apprentissage à équivalence avec les orfèvres. Mais on est effectivement dans un métier très technique qui demande beaucoup de temps d'apprentissage, parfois cher,
Pourquoi je dis parfois? Parce que j'ai trouvé aussi bien des brevets d'apprentissage, puisqu'on appelle ça des brevets qui étaient gratuits, que d'autres qui pouvaient monter à des sommes assez considérables, sans qu'il y ait de règles apparentes. Autre élément, pour être appelé maître horloger de Paris, il faut avoir fait son apprentissage à Paris. Jusque-là, ça semble assez tautologique, mais ce qui veut dire qu'un horloger formé à Lyon ne pourrait pas s'installer à Paris. Un horloger formé en Suisse, et j'aurai l'occasion d'en reparler, n'a pas le droit de s'installer à Paris pour être maître horloger parisien. En revanche, Paris étant Paris, déjà au XVIIIe siècle, un maître horloger de Paris peut s'installer dans n'importe quelle autre ville du royaume. C'est l'avantage de la capitale. Autre petit élément qui la diffère un petit peu des autres métiers, il n'y a pas d'obligation de compagnonnage, ce qui veut dire qu'après l'apprentissage, on n'a pas d'obligation d'avoir, vous savez, le Tour de France et toutes ces choses-là. Quelques-uns le font, ça n'est pas obligatoire et en fait assez peu le font. Ça, c'est assez différent d'autres métiers. Alors, je vous parle de l'horlogerie, mais qu'est-ce que ça représente comme nombre de personnes? Alors déjà, on va voir du côté des apprentis, c'est une première approche. Eh bien, les nombres d'apprentis, vous voyez, j'ai fait une courbe entre 1750 et 1775, et on a, on va dire, une moyenne de 15 apprentis horlogers par an, de 15 jeunes hommes qui entrent en apprentissage par an, donc pour 8 ans. Ces éléments viennent des archives nationales, en l'occurrence. On ne le trouve pas dans les archives de Paris, c'est au niveau des archives nationales. C'est chez les notaires, donc c'est dans le minutier central qu'on peut trouver les brevets d'apprentissage. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, faire des statistiques, lire tous les brevets, trouver toutes les dates, etc. et compiler les chiffres pour arriver à des courbes de ce genre-là. J'ai dit que les fils de maîtres avaient théoriquement plus de facilité à devenir maîtres par rapport aux apprentis. Eh bien, voyons directement ce que ça donne en termes de maîtrise, autrement dit, quelle est la provenance des gens qui deviennent maîtres. Eh bien, je vous ai fait là un petit graphique où, si vous voyez à peu près les couleurs, la plus foncée plus en bas, ce sont les fils de maîtres. Pour chaque année, le nombre de fils de maîtres qui deviennent maîtres. Au-dessus, vous avez les apprentis qui deviennent maîtres, puis les trinitaires, puis les arrêts du conseil. Alors, je m'arrête juste une seconde sur ce qu'est un trinitaire. Eh bien, un trinitaire, c'est un jeune garçon qui bénéficie des faveurs de l'hôpital de la Trinité, qui est un organisme charitable, on va dire, qui permet d'apprendre un métier à des jeunes gens pauvres, souvent orphelins, bref, avec quelques difficultés, et donc qui vont accéder au métier en évitant la communauté, donc en ne payant pas les brevets d'apprentissage dont j'ai expliqué tout à l'heure qu'ils étaient parfois chers. Donc mais en revanche, il y en a 1 ou 2 par an, donc c'est vraiment, ils ne sont pas nombreux, mais c'est une faveur qui est accordée. Ensuite, arrêt du conseil, c'est une abréviation que j'ai utilisée puisque le maître donc accède à la maîtrise par une dérogation qu'on appelle par un arrêt du Conseil d'État du roi, c'est-à-dire qu'il fait une demande par l'intermédiaire d'un avocat pour expliquer qu'il ne remplit pas les conditions d'apprentissage standard. Donc soit il n'a pas fait son apprentissage à Paris, ou bien il est trop vieux, parce que pour entrer en apprentissage, il faut moins de 20 ans, ou bien il a passé beaucoup de temps à l'extérieur, ou il a appris dans un autre pays, enfin, plusieurs raisons sont possibles, mais qu'il est aguerri comme horloger et il demande le droit d'accéder à la maîtrise. Et à ce moment-là, l'avocat dépose donc la demande auprès du Conseil d'État du roi qui accepte ou non. On a la trace que de ceux qui sont acceptés, donc j'aurais tendance à dire que c'est assez souvent accepté, qui acceptent ou non de donner la maîtrise. Quand je dis donner, petite précision, c'est donner contre de l'argent, comme dirait Molière. Donc, puisque accéder à la maîtrise, c'est dans l'idée, si je veux faire une comparaison
peut-être un petit peu hasardeuse par les temps qui courent, mais l'horlogerie est un métier donc réglementé, donc un peu comme un métier de notaire ou de chauffeur de taxi, et donc la maîtrise s'achète et il y a un numerus clausus à la base. Donc tout le monde ne peut pas accéder à la maîtrise d'horloger. Néanmoins, quand l'aspirant, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, à la maîtrise, obtient donc une dérogation par arrêt du Conseil d'État du roi, il a également le droit de payer le double de ce que paye une autre personne. Je sens déjà que parmi vous, quelques-uns ont compris que si on autorise les gens à payer deux fois le prix normal, eh bien tout d'un coup, le numerus clausus va avoir des légères tendances à disparaître. Et quand les caisses de l'État sont vides, puisque quand on achète la maîtrise, la moitié revient dans les caisses de l'État. Quand les caisses de l'État sont vides, chose qui n'a nulle correspondance qui se peut se passer aujourd'hui, mais qui arrivait au XVIIIe siècle, les caisses étant vides, eh bien, le roi autorisait plus de maîtrise, alors pas uniquement pour les horlogers, hein, pour l'ensemble des maîtres. Et c'est ce qui explique, par exemple, vous voyez, en 1770, un grand pic d'arrêt du Conseil d'État du roi. On est là, je schématise, hein, mais après la guerre de 7 ans, donc il y a particulièrement peu d'argent en caisse, et donc le roi va autoriser un grand nombre de maîtres horlogers à rejoindre la communauté. Donc par ce biais-là, vont entrer dans la communauté des tas d'horlogers qui n'ont pas suivi la formation classique, qui ne sont pas fils de maître, qui n'ont pas suivi d'apprentissage et qui viennent de l'étranger, par exemple de la Suisse, au hasard. J'aurai à nouveau l'occasion d'y revenir. Mais vous voyez tout de suite avec ce schéma-là que je peux vous montrer différemment, c'est le même mais en camembert, juste pour avoir des notions de pourcentage. Vous voyez que les fils de maître représentent sur l'ensemble de la période, on va dire en gros 30%. Quand on dit les fils de maître sont favorisés, oui, mais enfin ça ne représente que 30% de ceux qui accèdent à la maîtrise. Par l'apprentissage, on est à peu près à 25%. Les trinitaires, j'ai dit qu'ils étaient peu nombreux, et c'est obligatoire par les statuts, puisqu'ils ont une dérogation par charité, et les arrêts du Conseil sont très importants. Alors vous me direz, oui, mais ça c'est entre 1750 et 1775, que s'est-il passé avant ? Eh bien, figurez-vous qu'en 1745, il y avait eu le même appel d'air, avec de la même façon des horlogers qui étaient entrés. Donc j'ai pris une séquence temporelle qui n'est pas spécifique, qui se reproduit tout au long du XVIIIe siècle. Quand je dis tout au long, je m'arrête en 1775. Certains d'entre vous savent peut-être qu'en 1776, il y a eu des grands bouleversements avec ce qu'on a appelé l'épisode Turgot. Ça n'est pas le sujet aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Sachez juste que du point de vue très pragmatique de l'historien, il n'y avait plus d'obligation d'enregistrer les documents auprès des notaires, et donc l'historien n'a plus de traces, plus de sources. Donc on est extrêmement tributaire des informations que nous pouvons trouver. C'est ce qui explique que je me sois arrêtée à cette date-là. Donc, nous voyons déjà se dessiner, vous avez vu, une boutique avec un maître, éventuellement un compagnon. Donc un compagnon, c'est donc quelqu'un qui a fini l'apprentissage, qui ne fait pas forcément de Tour de France, mais qui n'a pas forcément les moyens d'obtenir une maîtrise. Un apprenti, maximum 2, on ne peut jamais avoir plus de 2 apprentis. Quelques autres ouvriers dont on va dire qu'ils sont sans qualification. On voit que régulièrement des horlogers entrent dans le métier. Si on regarde à peu près, on va dire qu'en moyenne, on a peut-être entre 15 et 20 horlogers par an qui entrent. On a dit tout à l'heure qu'on avait une dizaine d'apprentis par an qui entraient en apprentissage. Et effectivement, ces horlogers, pour leur plus grand malheur et pour le plus grand bonheur de l'historien, il leur arrive de faire faillite. Pourquoi je dis pour le plus grand bonheur de l'historien ? Parce que sont conservés ici aux archives de Paris les dossiers de faillite, du moins ceux qui ont résisté aux péripéties du temps, puisqu'il y a certains dossiers qui sont un tout petit peu vides, mais en tout cas il y en a suffisamment pour avoir du grain à moudre. Et donc pour vous donner une idée, voici le nombre de faillites par an. Alors j'ai beaucoup étendu la courbe, ne croyez pas qu'il y a énormément de faillites, parce que vous voyez que
au plus c'est 9 dans l'année, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Et il y a beaucoup d'années où on n'a presque pas de faillite. Hein. Donc le métier vit plutôt bien. Et donc là, effectivement, dans les dossiers de faillite des archives de Paris, eh bien c'est pareil, on prend l'ensemble des documents, on les lit tous, on fait les statistiques et on essaye de voir comment s'en sortent les horlogers. Et on peut également obtenir des informations sur qui sont leurs clients, sur les éléments, les objets qu'ils ont en boutique, à quel prix, puisque pour un dépôt de bilan, on fait une estimation de l'actif et du passif. Et donc ces dossiers sont très importants pour ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Ils nous fournissent des informations précieuses sur l'état de la production et pour qui, pourquoi et à quel prix. Alors, je vous ai parlé des différentes façons d'accéder à la maîtrise. Je vous ai dit qu'il y avait des horlogers qui faisaient faillite. La question qu'on pourrait se poser, c'est ces horlogers-là qui sont arrivés à la maîtrise par arrêt du Conseil d'État du roi, donc par dérogation. Ils n'avaient pas suivi l'apprentissage. Peut-être étaient-ce de mauvais horlogers. Eh bien, tout simplement, j'ai regardé les faillites en essayant de retrouver la provenance de la maîtrise. Alors, on n'a pas toujours toutes les informations, mais pour tout ce que j'ai pu recouper, j'arrive à une répartition comme ça: fils de maître à peu près 28%, apprenti 26%, trinitaire 3%, Conseil d'État. Vous vous souvenez ce que je vous ai montré tout à l'heure? À très très peu de choses près, on a la même répartition dans les faillites que dans l'obtention de la maîtrise. Donc on ne peut pas dire qu'arriver par un chemin détourné, ce soit une maîtrise au rabais, et de même que les trinitaires, finalement, ils ne font pas tous faillite, et on a des fils de maître qui sont obligés de déposer leur bilan. Donc finalement, tout type d'apprentissage, les différents types se valent, si on peut dire, entre guillemets. En tout cas, il n'y a pas un chemin qui conduise plus sûrement à la réussite et un autre qui conduise plus sûrement à la faillite économique. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir cet élément en vision. Alors, puisque je suis toujours en train de parler de la production, donc on a vu les horlogers. Je ne vous ai pas précisé le nombre global d'horlogers qui évolue. Je vous ai dit qu'il y avait un numerus clausus, mais qui a fâcheuse tendance à disparaître. Et donc, on est autour de 380-400 horlogers, maîtres horlogers à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Ça, on ne le trouve pas ici, mais on le trouve dans des documents, y compris à la bibliothèque historique de la ville de Paris, puisqu'il y a quelques registres des maîtres horlogers qui se sont fait enregistrer par leur communauté. Donc après, on prend ses petits doigts et on compte le nombre de lignes et on arrive à trouver le nombre d'horlogers, donc aux alentours de 400. Autre élément important, quel est le volume de production? Parce que on a beau savoir le nombre d'horlogers, on n'en sait pas pour autant quel est le volume de production et est-ce qu'on produit assez pour répondre à tous les besoins. Alors, ça, c'est extrêmement difficile à savoir parce que dans le dossier de faillite, on a une vision à un instant T. On ne sait pas ce qu'a produit l'horloger dans toute sa vie. Dans les inventaires après décès, c'est pareil. On a une image à un instant donné. Donc là, je suis obligée de me tourner vers des horlogers qui sont des plus grands horlogers, des horlogers plus connus, qui n'ont pas du tout fait faillite et qui ont laissé derrière eux des livres de compte qui sont exploitables, livres de compte ou pour le deuxième, c'est pas un livre de compte qu'il a laissé, mais il y a l'arrière-petit-fils qui a raconté toute l'histoire de sa famille et en expliquant la production au fil du temps. Donc je vous donne ici quelques chiffres. Breguet, qui est la marque que vous connaissez toujours, hein, qui est Place Vendôme, enfin qui appartient maintenant au groupe Swatch, ce qui fait tout de suite moins rêver, mais bref, Breguet s'est installé à Paris en 1775. Et vous voyez le nombre de montres alors qui fluctuent. Alors ça c'est normal parce que vous verrez au milieu on arrive à la Révolution, donc les fluctuations sont aussi évidemment liées à la Révolution, mais on part d'une vingtaine, soixantaine, maximum 100 et au début du 19e siècle 200 montres. Donc vous voyez, on n'est pas dans une production qui va déferler sur la capitale et sur le monde entier. La famille, le roi, alors là, on a des nombres des productions plus importantes. Ce sont des montres il n'y a pas de le roi parmi vous?
Non, ce sont des montres qui sont d'un peu moins bonne qualité que les montres Breguet qui sont fabriquées en un petit peu plus grand nombre. Néanmoins, on reste quand même dans des proportions qui sont assez petites. Quand on essaye d'évaluer la production de l'ensemble de Paris, on sait donc qu'on a, allez, on va arrondir 400 mètres horlogers. Eh bien, combien de montres sont produites? Ben, disons, Breguet, c'était quand même, pas au début, mais en cours de route, c'est devenu un grand atelier. Leroy, c'était un grand atelier. Il y a plein d'horlogers qui travaillent seuls. Eh bien, on va dire qu'on peut avoir peut-être un maximum d'une 30aine de montres en moyenne. Et encore, certains vont produire des pendules, d'autres plutôt des montres. Certains vont produire montres et pendules. Mais vous voyez, on n'est pas non plus dans une production gigantesque. Elle est quand même plus importante que ce qui se passait avant, et donc c'est important. Et alors, je viens de vous expliquer que là, on est dans des Breguet, évidemment, dans les grandes familles, donc on va arriver effectivement à cette notion de production de luxe. Mais il n'y a pas que la production de luxe. Il y a aussi, là, c'est la particularité de l'horlogerie, c'est que l'horlogerie est à la fois un objet d'art, un objet beau, riche, cher, décoré, très esthétique, mais c'est aussi un outil pour mesurer le temps. Donc on a les deux éléments qui vont se trouver l'un à côté de l'autre. Alors je voudrais d'abord vous parler du côté mesure du temps et du côté innovation. Alors l'horlogerie a connu une évolution évidemment en matière technologique. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, la montre, si je veux faire à nouveau une comparaison très hâtive, c'était un peu comme le super téléphone mobile de dernière génération. Autrement dit, c'est la technologie parmi les plus avancées. On est dans de la micromécanique de pointe. Donc on est vraiment dans ce qui se fait de mieux. Et ça donne lieu à beaucoup de recherches. Et alors, pas de dépôt de brevet, puisque ça n'existait pas au XVIIIe siècle. Pour se faire reconnaître, on demandait une approbation de l'Académie royale des sciences. Donc on déposait un dossier, qui se faisait examiner. Et là, j'ai mis sur la courbe à la fois en bas les inventions horlogères et en gris les inventions tout court. Donc là, c'est pareil, j'ai pris les recueils de l'Académie des sciences et j'ai compté le nombre d'inventions. Et voilà, il y avait celles qui concernaient l'horlogerie et les autres. Donc vous voyez que par rapport à l'ensemble des inventions, le nombre est assez important d'inventions horlogères. Donc on est vraiment dans un domaine de pointe. Enfin, dès que j'ai dit ça, il faut revenir à l'humilité que doit avoir l'historien, même s'il est passionné par son sujet. Il se trouve qu'à l'Académie des sciences, il y avait quelques horlogers. Peut-être ceci explique-t-il aussi un petit peu cela. Donc les sources sont toujours biaisées d'une façon ou d'une autre, mais il est clair que l'horlogerie progresse beaucoup au XVIIIe siècle. Elle est poussée par cet afflux à la fois de cette circulation de savoir, puisque vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans l'horlogerie parisienne qui ne sont pas du tout du sérail. C'est un reproche qu'on fait beaucoup courant XVIIIe siècle en disant les communautés d'arts et métiers sont très fermées, du coup on n'a pas d'incitatif à l'innovation, du coup il y a des normes qui freinent l'évolution, qui freinent la production. On n'a pas du tout ça avec les horlogers, puisqu'il y a donc ce grand vent venu de l'extérieur qui va aider à faire évoluer l'horlogerie, qui de plus n'a pas de marque. Vous savez, dans les tissus, ce qui freinait l'évolution des tissus, c'est que les tissus devaient répondre à une norme très précise qui était déposée et qu'on appelait des marques, et il n'y a pas la même chose pour l'horlogerie. Donc l'évolution est beaucoup plus facile. Alors, en quoi l'horlogerie va-t-elle évoluer? Alors, en divers éléments, et alors là, c'est une répartition complètement arbitraire que j'ai faite, mais que j'assume. Donc, en lisant les dossiers donc déposés à l'Académie royale des sciences qui ont été approuvés, j'ai essayé de distinguer quel était le fond, quel était l'objet de la demande d'approbation. J'en ai déduit que la justesse en elle-même, c'était à peu près 30%, donc des procédés qui étaient décrits comme améliorant la justesse de l'objet.
La simplicité, c'est à peu près 30%. Et là, effectivement, c'est là qu'on est dans l'arbitraire, parce que quand un objet est décrit comme étant plus simple au niveau de son nombre de pièces ou au niveau de son type d'engrenage, par exemple, quand il s'agit d'horlogerie, plus il est simple, a priori, plus il a de chances d'être juste. Parce que vous savez que plus il y a de pièces, plus on a de chances que ça tombe en panne ou qu'il y a un problème quelque part. Donc la simplicité pourrait se rapprocher de la justesse, mais en tout cas, c'est présenté dans le dossier comme étant une simplicité. Des nouveautés, et puis des côtés esthétiques, alors que ce soit un cadran derrière lequel on peut mettre une bougie qui permet de voir de plus loin, que ce soit une façon de dessiner les chiffres sur le cadran. Vous voyez, tout ce genre de choses, j'ai mis à la fois dans nouveauté et dans esthétique. Il n'empêche que la justesse qui est ici, voilà, la justesse reste importante, et à nouveau, il faut nous rappeler qu'au XVIIIe siècle, c'est le moment où l'horlogerie est arrivée quasiment à son maximum de justesse, pour l'horlogerie mécanique, bien sûr, je ne compare pas à des montres actuelles. À son maximum de justesse, il y avait une bonne raison pour cela, qui était que on naviguait d'un continent à l'autre par bateau, jusque là ça va, qu'il y avait beaucoup de guerres entre nations maritimes, et que néanmoins les Anglais voulaient rejoindre leurs colonies sans tomber sur les Espagnols, les Français voulaient essayer de conquérir des colonies sans tomber sur les Anglais, etc., etc. Et chacun voulant arriver à destination sans se retrouver sur un îlot sur lequel il n'y avait rien et qui n'était pas l'endroit où il voulait aller. Bref, on avait besoin de savoir calculer la longitude. Vous avez sans doute tous entendu parler du problème de la longitude, puisque la latitude peut se calculer assez vite à partir de la position des étoiles, et la longitude, c'est plus compliqué. Donc, un des moyens qui a été mis en avant, c'est de dire, puisque vous savez, quand on fait le tour de la Terre dans ce sens-là, eh bien on passe d'un fuseau horaire, création beaucoup plus récente que le XVIIIe siècle, mais on passe d'un fuseau horaire à un autre. Et donc, si à tout moment du voyage, on sait quelle heure il était à l'endroit où on est parti, et qu'on peut le comparer avec le soleil de l'endroit où l'on est, par différence, on va savoir quel morceau du tour de la Terre on a fait. Je vous résume ça de façon un petit peu simpliste. Et il se trouve que, alors, ô horreur, je ne vais pas parler d'un horloger parisien, et encore moins d'éléments dans les archives de Paris, mais il se trouve que l'horloger qui a réussi le mieux ce défi est un Anglais qui s'appelle Harrison, avec une montre qui s'appelait la H4. Alors on dit une montre, mais c'est quasiment une pendule, hein. C'est pas juste une petite montre, hein. C'est beaucoup plus épais que ça, parce qu'il faut résister au roulis, au tangage, aux variations de température, aux variations d'hygrométrie, à la salinité, etc., etc. Donc vous voyez qu'on est là en train de toucher des éléments mécaniques extrêmement complexes. Et donc, Harrison a réussi à faire cette montre qui variait très peu, ce qui permettait, lors d'une traversée atlantique à environ de 40 jours, d'avoir au bout de 40 jours une variation d'à peu près une demi-seconde, donc d'être à peu près sûr de l'endroit où on arrivait. Néanmoins, c'était, on dirait aujourd'hui, un prototype. C'est-à-dire qu'il en a fabriqué une. Avant de fabriquer la deuxième, il a fallu attendre très longtemps. Donc les Anglais étaient très en pointe là-dedans, mais les Français ont suivi de près. Donc voilà les exemples français. Vous pouvez en trouver un certain nombre au Musée des Arts et Métiers. Parmi les horlogers qui se sont intéressés à l'horlogerie marine, à la chronométrie marine, on trouve Berthoud, ensuite il y aura Motel, enfin, il y a des grands noms qui se sont spécialisés là-dedans. Alors là, on voit tout de suite plus que si le dessus ressemble à un cadran d'une petite montre, on voit que par en dessous, on a des amortisseurs, on a des métaux différents pour faire des compensations de dilatation en fonction des températures. Donc les amortisseurs, c'est pour compenser roulage et je vais y arriver, roulis et tangage. Donc vous voyez, on a tous ces éléments qui sont mis en place. Tout ça pour dire donc que finalement, l'horlogerie, c'est pas l'art du superflu. L'horlogerie, dans ce cas-là, c'est essayer d'arriver au bon endroit sain et sauf. Donc on est très loin du superflu. Néanmoins, vous aurez constaté que ces montres
ou ces pendules, ne servent pas à connaître l'heure qu'il est. Elles servent à savoir où on est géographiquement. Donc on a un lien entre espace et temps qui est extrêmement important. Et l'idée, c'est de savoir compter une différence de temps et pas une heure précise. Parce que l'heure précise, si aujourd'hui je regarde ma montre, j'ai une trotteuse sur ma montre, on a quasiment tous des trotteuses sur les montres, sauf quand on utilise son téléphone mobile. Donc on sait exactement qu'une heure fait 60 minutes, 24 heures par jour. Enfin, tout ça semble d'une évidence et d'une intemporalité extraordinaire. Mais ce n'était pas tout à fait exactement vrai au XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que l'heure légale au XVIIIe siècle, c'était l'heure solaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'heure solaire ? Ça veut dire que midi est donné par le soleil. Or, vous savez, on le voit, vous savez, à la fin de la météo, quand les jours rallongent d'une, 2 ou 3 minutes, c'est parfois le soir, parfois le matin, c'est pas exactement symétrique et régulier. Le midi solaire bouge selon une sinusoïde tout au long de l'année. Donc, tant qu'on se réfère à l'heure solaire pour avoir l'heure juste, eh bien, ma foi, une journée ne fait pas exactement 24 heures. Donc, comment on peut faire pour se repérer ? Eh bien, il y a un moyen très simple. C'est qu'on va voir le canon qui est dans le jardin du Palais Royal, par exemple, et qui a tout un système de loupe, etc., et qui tonne pile à midi. Et à ce moment-là, on peut remettre sa montre à l'heure tous les midis. Vous remarquerez qu'en tant que justesse, s'il faut remettre sa montre à l'heure tous les jours, c'est pas tout à fait la notion qu'on a aujourd'hui de ce qu'est la justesse. Pour être plus précis, il y avait des tables d'équations, vous voyez, des choses, c'est très simple ce que je vous montre là par rapport à ce qu'on trouve, des tables d'équations donc, qui expliquaient la différence entre ce qu'on appelait le temps vrai et le temps moyen. Le temps moyen, c'est donc le temps des horloges et des montres, donc 24 heures exactement par jour. Et le temps vrai, c'est donc par rapport au soleil. Donc vous avez les indications sur le soleil, sur la différence, etc., pour que les horlogers puissent vérifier qu'ils peuvent se mettre à l'heure. Et ils fabriquent même des choses extrêmement compliquées, qu'on appelle des pendules à équation, avec une pièce, vous voyez, dont j'aime beaucoup la forme, cette sorte de... On ne sait pas trop si c'est un haricot, une poire ou quelque chose de ce genre-là, mais c'est pas rond. C'est pas rond et ça permet de suivre l'équation, donc de suivre ces jours qui sont un tout petit peu plus longs, un tout petit peu plus courts, en tout cas où midi n'est pas exactement au bout de 24 heures. Alors, c'est du superflu d'aller faire tout ça ? Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est de l'art ? Est-ce que c'est de la technique ? Et à quoi ça sert ? Donc vous voyez que finalement on peut se poser plein de questions à partir de ces montres et de ces pendules. Il faut quand même reconnaître qu'il y a un aspect important que j'ai déjà évoqué, qui est l'aspect du luxe. La plupart de ces objets étaient assez chers. Et une des façons de savoir, même quand on ne voit pas les prix des montres, c'est de regarder où étaient installés les horlogers dans Paris. Parce que, en fonction de leur installation dans la ville, on voit quels sont les types de clients qu'ils peuvent viser. Et en fait, ils sont installés dans le centre de la ville. Alors, je vais montrer avec ça. Dans le centre, sur l'île de la Cité. Alors, principalement, Place Dauphine, c'est là où il y a les Breguet-Berthoud, les noms les plus grands, ils sont tous, se côtoient tous sur la Place Dauphine. Sur les rues Saint-Denis, Saint-Martin et la rue Saint-Honoré, la rue Saint-Antoine. Et en fait, toutes ces rues-là sont des rues qui sont reconnues comme étant des rues dans lesquelles se trouvent les plus beaux hôtels particuliers, se trouvent les commerçants qui sont les commerçants de luxe, les orfèvres, les merciers, les tapissiers, tout ce genre de produits qui ne sont pas de première nécessité. Donc, par leur position, les horlogers montrent qu'ils s'adressent à une population plus aisée. Petit détail à propos de cette carte, ne vous étonnez pas du pourtour de la ville. On est au XVIIIe siècle à nouveau, et donc c'est l'équivalent des 12 arrondissements centraux. Vous savez que l'élargissement aux 20 arrondissements,
ou l'équivalent des 20 arrondissements, ce sera dans le courant du 19e. Hein. Donc moi, au 18e siècle, je m'intéresse au cœur de Paris. C'est pour ça que vous ne pouvez pas retrouver tous les éléments. Et donc, éléments de luxe, écoutez, je vais quand même vous en montrer un petit peu. Ce serait dommage de ne pas voir ces magnifiques objets. Alors d'abord, des montres sur châtelaine, donc qui sont évidemment de dos, hein, les aiguilles sont de l'autre côté. Ces châtelaines, est-ce que vous avez une idée de ce à quoi ça sert? Alors, je vois une dame qui me montre son épaule. On y est presque. Alors, voilà, je vois une dame qui montre sa taille, c'est beaucoup plus proche. Et voilà comment on portait sa montre. Et parfois ses montres, parce que vous savez que le XVIIIe siècle est un siècle qui aime la symétrie. Donc, si on porte une montre, éventuellement, on en porte deux par symétrie. Pas pour savoir l'heure. Hein. Donc, on est bien dans cette idée que la montre est plus un marqueur social, comme d'avoir le dernier téléphone ou le dernier objet le plus technique possible, plus qu'un objet pour savoir se situer dans le temps. Donc, ce sont des gravures de mode. Alors, ça peut ne pas être si évident que ça, et on pourrait se demander ce que portent ces femmes à la taille, mais dans le descriptif des gravures de mode, puisque, vous savez, les gravures de mode circulent pour indiquer la mode de Paris en province et dans les autres pays, et donc il y a la gravure et tout le texte qui explique. Et là, les textes expliquent à chaque fois qu'il y a une montre ou deux montres pour celle de droite et une pour celle de gauche, qui sont soutenues par des châtelaines. Et les hommes, c'est pareil. Même combat, toujours la symétrie, hein, de châtelaines sur lesquelles on accroche une montre, mais aussi des clés, un cachet, enfin des tas de choses, des petites breloques, toujours de façon symétrique, parce que c'est la façon d'être élégant que d'être symétrique. J'ai parlé beaucoup de montres, mais il y a évidemment aussi une production de pendules qui est importante et qu'on va retrouver dans les peintures. C'est-à-dire que quand les artistes vont vouloir montrer un intérieur parisien, et notamment François Boucher, qui est un peintre que les historiens apprécient beaucoup, outre les historiens d'art, bien sûr. Donc là, je ne me positionne pas en tant qu'historienne de l'art, que je ne suis pas, mais en tant qu'historienne. Ce tableau est important parce qu'il montre un ensemble de nouveautés du XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'importance donnée à l'enfant, qui est ici, avec les jouets qui apparaissent, mais également tout ce qu'on va mettre sur la table, les théières, les cafetières, l'usage de plus en plus largement répandu du café, du thé, et on voit ici des éléments pour verser. Et puis, bien entendu, moi c'est ça qui m'intéresse, un cartel. On ne peut pas imaginer un bel intérieur avec tout un tas de nouveautés s'il n'y a pas au moins une pendule pour indiquer l'heure. Alors, je monte en gamme et je vais chez Madame de Pompadour. Et là, vous voyez que pour représenter l'importance d'une personne, à la fois sa tranquillité et sa maîtrise du monde, il y a la maîtrise du temps par cette pendule qui est en fait reflétée dans le miroir. Vous voyez, là, on voit les montants du miroir et derrière la marquise se trouve un miroir qui reflète une bibliothèque surmontée d'une pendule. Donc, et on en trouve dans beaucoup de tableaux à cette époque. Les objets, quant à eux, si vous voulez en voir, je vous invite à aller au Petit Palais, puisque dans une des galeries, il y a tout un meuble qui est consacré aux montres, alors 17e et 18e siècle. Donc moi, ce sont celles du 18e qui m'intéressent. Donc on a effectivement là dans l'objet de luxe, puisque vous voyez, donc à nouveau c'est le dos là qui nous est montré, qu'on est sur des émaux peints qui sont d'ailleurs une spécialité de Genève, et je vais avoir l'occasion d'y revenir. Donc avec la reprise de tableaux de maîtres, donc on est vraiment dans l'objet d'ostentation. L'objet d'apparat, voilà, je vous en montre juste quelques-uns. Ces objets étaient donc achetés par des personnes riches, on va dire pour faire simple, mais pour
pour pouvoir posséder une montre, il y a des tas d'autres moyens qui étaient possibles. Alors je vous montre un schéma, si vous ne le comprenez pas, c'est un peu fait exprès. Il y a des tas de flèches partout, tout simplement pour expliquer que acquérir l'horlogerie, c'est pas simplement je suis riche, j'ai les moyens, j'achète une montre, une pendule. Ça peut être j'achète du neuf ou j'achète de l'occasion qui tourne beaucoup. Je donne, je lègue, je suis volée, ma foi. On voit beaucoup d'exemples de vol. Vous savez, une montre en or, c'est petit, c'est très cher et ça se cache bien. Ça se vole très très bien. Les mouchoirs et les montres sont parmi les objets les plus volés. On trouve ça dans les archives de police. Et ça peut se troquer. On va échanger, quand on a plus ou moins de moyens, on va éventuellement échanger une montre contre des chemises, de quoi s'habiller ou des choses comme ça. Donc on a toute une circulation. Donc en plus de la production d'objets neufs, dont j'ai dit qu'elle n'était pas si énorme que ça, mais les montres et les pendules vont atteindre un public de plus en plus large grâce non seulement aux achats, mais à la succession d'éléments, donc au transfert, donc par legs, par vol, par don, par troc, etc., avec des objets neufs et des objets anciens. Et a priori, on imagine que les objets de précision vont être utilisés par des savants, les objets de luxe par l'élite, mais finalement, ça va aller au peuple qui va acheter peut-être des montres moins chères, mais que finalement, l'élite va avoir envie d'avoir quand même, pourquoi pas. Et donc, tout ça circule beaucoup. C'est ça que veut montrer ce schéma, c'est que tous ces objets ont une vie importante et se gardent très longtemps. Donc même si on ne produit pas beaucoup une année donnée, ça pour le coup c'est le contraire des téléphones mobiles. Les montres durent très longtemps. J'ai même vu dans un dossier un horloger qui disait que certaines montres de Suisse étaient de très mauvaise qualité puisque au bout de 40 ans elles commençaient à se dérégler. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de mauvaise foi de la part des horlogers parisiens, mais en tout cas c'est dire qu'on compte qu'un objet doit durer très très longtemps. Alors justement, venons-en à la consommation horlogère. Qui achète quoi? Eh bien, alors là, je vais me retrouver directement dans les éléments qu'on peut trouver ici aux archives de Paris, puisque les dossiers de faillite vont nous renseigner, par exemple, pour certains d'entre eux, sur les carnets de vente des horlogers. Ce qui va nous permettre d'avoir des notions de prix et parfois le métier de la personne qui achète. Donc on n'a pas systématiquement toutes les informations, mais donc là j'ai regroupé pour un des horlogers, donc Achille Thévenot, qui a présenté son livre en 1773, qu'il avait ouvert en 66. Et donc on trouve différentes montres. Alors des montres en or. Voilà. Oui, ça y est, c'est revenu. Donc des montres en or, des montres en argent, des montres en cuivre. Hasard, ça veut dire d'occasion. Hasard argent, hasard cuivre, des pendules réveil. Alors vous voyez que le plus petit prix, il est ici, c'est 18 livres pour une montre de hasard en cuivre. C'est également 18 livres pour une montre de cuivre. Alors évidemment, le cuivre, on n'est pas au niveau de l'or ou de l'argent. Donc on est dans des objets qui sont beaucoup plus accessibles. Et vous voyez qu'un même horloger peut vendre à 18 livres et peut vendre à 320 livres. Bon, ça c'est une pendule, mais 250 livres pour une montre en or, par exemple, 240 livres. Donc vous voyez, on a des objets de prix très différents chez un même horloger, puisque là c'est pris chez un horloger. Et ça nous permet de voir quel est son type de clientèle. Donc on voit aussi bien, alors un dentiste suivant la cour, qui est quand même, s'il suit la cour, c'est qu'il est quand même plutôt bien situé. Orfèvre, c'est un métier important, mais on voit aussi des domestiques. On voit des menuisiers, des cochers, domestiques, carreleurs, voilà, marchands bouchers, peintres à Versailles. On voit un petit peu toutes les catégories de population qui sont éventuellement présents. Alors, toutes les catégories, pas les plus basses, hein, bien entendu, mais quand même un éventail assez large de population. Alors, je vous ai montré là, en gros, de 18 à 250 livres pour cet horloger-là. Je vais vous montrer une autre comparaison de prix. Alors là, c'est pareil, on trouve aussi ça dans les archives, notamment, par exemple, dans les inventaires après décès, où des objets sont cotés donc avec leur prix pour savoir
quel est le prix des objets à ce moment-là. Et donc, en prenant la même année, pour avoir des choses qui se ressemblent, on peut trouver que le prix d'une montre en or, c'est à peu près le prix d'un bœuf de boucherie. Alors ça vous aide peut-être pas, parce que vous n'achetez peut-être pas tous les jours un bœuf de boucherie, ni non plus un cabriolet doblé, mais enfin bon, on pourrait imaginer une belle voiture, une montre émaillée, là par exemple 2 jumeaux de 7 ans ou une diligence à l'anglaise. Alors la montre d'argent est moins chère que la montre en or, évidemment, c'est le métal qui veut ça. Et donc une montre d'argent, c'est 5 moutons, c'est moins qu'un bœuf de boucherie, qui nous parle peut-être plus, à peu près 80 kilos de viande de bonne qualité ou de poisson, 50 litres de vin pour une montre, quand même. Alors 2 litres de vin des environs de Paris. Alors pourquoi je dis des environs de Paris? C'est-à-dire qu'ils sont détaxés, donc c'est quand même moins cher. Ou bien 300 repas dans des guinguettes, et c'est pareil, les guinguettes sont en dehors de Paris et donc ne passent pas les barrières d'octroi, donc sont également détaxés. Néanmoins, on voit tout de suite qu'une montre d'argent, ça fait quand même vivre quelqu'un pendant presque 1 an en termes de repas. Donc, dans ces objets-là, on voit, ça donne quand même une idée. Moyennant quoi, vous avez vu, une montre en cuivre à 18 livres, c'est beaucoup moins. Mais les montres en cuivre à 18 livres, je ne vous en montrerai pas. Pourquoi? Parce que les objets qu'on trouve dans les musées, ce ne sont pas les montres à 18 livres en cuir d'occasion, parce qu'elles ont été peut-être perdues ou abîmées et qu'elles ne valaient pas la peine qu'on les conserve. Donc on a aussi ce petit décalage qui fait qu'on a l'impression que l'horlogerie du XVIIIe était systématiquement une horlogerie de très grand luxe, parce que les seuls objets qui sont restés jusqu'à nous sont plutôt les objets luxueux. Voyons maintenant un autre aspect de ces consommations. J'ai envie d'acheter une montre ou une pendule. Où est-ce que je vais? Alors géographiquement, on a vu tout à l'heure où on allait, mais je peux m'adresser à plusieurs types de personnes. Soit à un horloger qui commerce à Paris, enfin c'est le plus classique, qui lui-même s'approvisionne peut-être d'un horloger qui est purement fabricant, ou auprès d'un négociant, éventuellement auprès d'un horloger suisse ou d'un revendeur. Alors j'ai mis suisse entre guillemets, ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes toujours au XVIIIe siècle, et au XVIIIe siècle, Genève est une république, et la région de Neuchâtel est un comté qui appartient à la Prusse. L'agglomération dans la Suisse se fera au XIXe siècle. Moyennant quoi, c'est quand même plus rapide de dire Suisse. Donc je vais vous les montrer tout de suite sur une carte. Les endroits d'où l'on importe beaucoup d'horlogerie, c'est la République de Genève qui est spécialisée dans la peinture d'émaux, donc dans les très belles montres, et le canton de Neuchâtel qui est par là, le long du lac de Neuchâtel, du même nom, qui produit une horlogerie qui est moins chère que l'horlogerie parisienne, pour plusieurs raisons. D'une part, pour ce qui concerne les montres, parce que notamment les montres en or, le titre de l'or est moins élevé en Suisse qu'en France, c'est-à-dire que l'or est moins pur en Suisse qu'en France, en tout cas à Neuchâtel qu'en France. Et d'autre part, on fait travailler les paysans des montagnes l'hiver, donc à temps perdu sur l'horlogerie. Donc ça permet de les payer moins, puisque ça n'est pas leur activité principale, c'est une activité secondaire. Donc ce qui permet de les payer moins, donc on paye les gens un petit peu moins, on utilise de l'or qui coûte un peu moins cher, et par ailleurs, les montres, ça voyage quand même plutôt bien, c'est petit, c'est pas lourd, et c'est cher en revanche, donc on rentabilise vite le coût de déplacement. Donc on a une grande circulation avec la Suisse. Alors, si je m'arrête sur ces 2 éléments, c'est que je voudrais en venir maintenant à un exemple issu des archives de Paris, puisque parmi vous savez tous que dans les dossiers des archives, on a parfois des dossiers quasiment vides et parfois des pépites. Et j'ai eu la chance de tomber sur une pépite, qui est un dossier d'un horloger qui s'appelle Noël et Roy, dont j'ai pu tracer le parcours comme pour d'autres, mais en plus qui a laissé sa correspondance
au moment où il a déposé son bilan. Et donc, sa correspondance est très riche d'informations. Donc, Noël Leroy, c'est un Parisien, lui n'est pas du tout suisse. Il a fait son apprentissage dans les règles totalement normales. Il obtient sa maîtrise en 78 et il dépose son bilan en 83. Donc, on dispose de toute sa correspondance entre sa maîtrise et son dépôt de bilan. Et il a un certain nombre de créanciers, donc toujours suisse avec des guillemets, et petite particularité, il va vendre dans une grande partie de la France. Alors pour vous donner une idée, voici une des pages du registre. Donc c'est un registre grand format qui fait 168 pages, vous voyez, d'une écriture cursive assez rapide, avec un certain nombre d'abréviations, mais à chaque fois en reprenant la recopie d'une lettre envoyée à un de ses clients ou à un de ses fournisseurs. Donc ça permet de suivre à qui il a écrit, à quelle date, pour faire quoi, acheter, vendre, réparer, récupérer, se plaindre, essayer de faire passer la frontière à des objets. Enfin, on peut suivre toute son histoire comme ça. Et donc, pour vous donner une idée, j'ai représenté sur une carte son nombre de correspondants. Donc, vous voyez, il est effectivement sur une grande partie du territoire. Et là, j'ai mis de couleurs différentes ses fournisseurs qui sont à La Chaux-de-Fonds, donc c'est à côté de Neuchâtel, pour faire court, Genève et la Neuville. Et il envoie des montres dans cette grande partie du territoire. En tout cas, il correspond. Donc là, les points ont une taille proportionnelle au nombre de correspondants. Donc vous voyez que l'endroit où il a le plus de correspondants, en gros, c'est la Normandie, Lille, éventuellement Nantes et Lorient, en nombre de correspondants. Et là, en nombre de lettres adressées à ses correspondants, vous voyez qu'il s'adresse beaucoup à ses fournisseurs, évidemment, puisque c'est auprès d'eux qu'il achète. Et on retrouve la prédominance de la Normandie et de la Bretagne. Alors, la petite particularité, mais qui est intéressante parce que il n'est pas seul en son genre à faire ça. Donc, il achète des pièces en Suisse. Alors, quand je dis des pièces, selon les cas, ce sont des rouages, des pignons, des roues, donc un rouage c'est déjà en partie monté, ou des montres tout entières, ou des verres de montre. Voilà, tout un ensemble de choses. Et il revend, il est lui-même horloger, donc il lui arrive de fabriquer, mais il revend aussi bien des pièces ou des montres tout entières. Se pose alors la question au fait, c'est quoi une montre de Paris ? Finalement, vous voyez que les questions actuelles ne sont pas si actuelles que ça, parce que le Made in Paris, ce qui n'existait évidemment pas à ce moment-là, mais pour permettre de comprendre, c'était quoi? Dans le cas de Noël Leroy, qui va être négociant, c'est une montre qu'il a achetée en Suisse et qu'il va revendre. D'autant qu'on peut se poser la question encore un petit peu plus loin, puisque dans une des lettres qu'il envoie à un de ses clients lui-même horloger, il lui dit si vous le voulez, donc je vous envoie une montre et je fais graver votre nom sur le cadran de la platine. Donc c'est une montre en l'occurrence qu'il a achetée entre guillemets en Suisse et il a fait à Paris graver le nom d'un horloger qui habite à Troyes. On le voit ici, Monsieur Duyel à Troyes. Donc à quelqu'un qui habite à Troyes, il fait graver le nom de l'horloger sur la platine. Et aujourd'hui, on regarde une montre et si on voit un nom gravé sur la platine, on dit « Ah, c'est une montre de... » Eh bien, pas forcément. Donc, l'horlogerie de Paris, après vous avoir décrit comment on travaille dans un atelier à Paris, je suis un peu en train de casser la branche sur laquelle je suis assise, mais il est important de connaître la réalité, c'est que les objets circulent aussi d'un horloger à l'autre et que même les noms peuvent bouger. Alors, je vous ai montré l'exemple de Noël Leroy. Il y a d'autres exemples. Humbert Rose, toujours dans c'est tous des gens qui ont déposé leur bilan. Hein. Donc, tous ces éléments existent chez d'autres horlogers. Donc, petit à petit, je vous ai parlé du XVIIIe siècle. Et évidemment, il faut que j'arrive à la fin du XVIIIe siècle, qui, en matière d'horlogerie, présente quand même une petite particularité.
Vous connaissez tous nécessairement le calendrier républicain. Connaissez-vous tous l'heure décimale? Je ne sais pas. Mais l'heure décimale, qui va n'exister que pendant 2 ans, est quand même un phénomène que je mentionne plus à titre d'anecdote. D'abord parce que ça n'a duré que 2 ans, parce qu'on n'a pas beaucoup de traces dans les archives. Mais il y a quelques objets qui sont intéressants. L'heure décimale consistait à dire, puisqu'on décimalise tout, les mètres, les kilomètres, les mois, les années, etc., eh bien, décimalisons l'heure. Et donc, une journée, c'est désormais 10 heures. Donc, pour que les gens puissent s'y retrouver, donc ça, c'est un exemple d'une montre. Vous voyez, il y a un cadran, une partie décimale, là, donc de 0 à 5, et une partie habituelle, donc de 0 à 12 de l'autre côté. C'est un petit peu compliqué d'un point de vue technique, donc les horlogers ont assez vite arrêté, parce qu'ils avaient du mal à les vendre. En plus, il n'y avait qu'en France qu'il y avait des heures décimales, alors ils n'arrivaient pas à vendre à l'étranger, pas bon pour l'exportation. Autre exemple, et à nouveau, là, c'est aussi un cadran. Donc là, c'est au musée Carnavalet. Ils ont quelques exemples de montres et de pendules qui sont intéressantes en termes de décimalisation. Et là, c'est encore un exemple avec à la fois une version décimalisée et une version à 24 heures avec un emblème de la Révolution. Là, c'était juste pour faire un petit clin d'œil, parce que je crois que les prochaines interventions du cycle vont démarrer plutôt sur le 19e siècle. Donc, je vous ai amené à la frontière du 18e et du 19e siècle. Et la plupart des éléments dont j'ai parlé aujourd'hui sont présents dans mon livre, que vous pourrez trouver là si vous le souhaitez, sur lequel vous retrouvez la peinture, la reproduction de la peinture de l'intérieur d'un horloger. J'espère vous avoir intéressé, et si vous avez des questions, je suis prête à répondre. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention précise. Je n'irai pas plus loin. Et donc, j'ai le micro et on enregistre les conférences, vous le savez, pour pouvoir les réécouter après. Donc, si vous avez des questions, merci de parler dans le micro. Mais il n'y avait pas du tout d'école d'horlogerie, et pas d'école d'horlogerie. On apprenait uniquement dans l'atelier. En fait, c'est une question qui taraude les horlogers au XVIIIe siècle. Il y a plusieurs tentatives d'installation à la fois d'écoles d'horlogerie et de manufactures d'horlogerie. Et il se trouve qu'à Paris, ça ne prend pas, ni l'un ni l'autre. Et qu'en fait, ça va s'installer un peu plus tard dans le Doubs, avec des émanations de la Suisse, au moment où la Suisse aura des problèmes politiques également. Il y a plusieurs tentatives et qui échouent toutes. Et est-ce qu'il y avait des... Comment ces horlogers faisaient leur publicité? Est-ce qu'il y avait des catalogues Alors, des catalogues, non. En revanche, les horlogers s'inscrivaient très facilement sur les almanachs, autrement dit dans les annuaires, et ensuite ils s'inscriront au bottin, etc. Donc, sur des almanachs où l'inscription était volontaire, c'est-à-dire que c'est l'horloger qui disait « je veux être inscrit », et du coup il s'inscrivait en disant et je produis les plus belles pendules de Paris, et j'ai vendu 3 pendules au roi et 2 au comte d'Artois, etc., etc. Donc ils en profitent pour faire leur pub en quelque sorte par l'intermédiaire des almanachs. Il y a plusieurs types d'almanachs qui sont concurrents sur Paris au XVIIIe siècle. Il y en a de plus en plus. Donc ils se font beaucoup connaître comme ça. Ensuite, vous avez vu toutes les circulations d'objets font que les réputations se font et se défont éventuellement parfois. Mais normalement, on sait très bien quels sont les grands horlogers qui sont à proximité de chez soi. Je n'ai pas trouvé, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, je n'ai pas trouvé d'avis publicitaires comme on pourrait l'imaginer. En tout cas, pour le 18e, je n'en ai pas vraiment trouvé. Au 19e, on commence à en trouver, mais au 18e, je n'en ai pas trouvé. À nouveau, il y en a peut-être, mais je ne les ai pas eus en main. Quels sont les grands noms qui fournissaient les familles royales? Alors, parmi les grands noms, Breguet, Berthoud, Lepaute, Lenoir, Janvier, Robin, enfin, il y a un certain nombre de personnes, et parmi ceux que je vous ai cités, les Robins sont horlogers du roi,
le pot aussi. En plus, il y a certaines familles, c'est quasiment des dynasties qu'on va retrouver, qui vont d'ailleurs s'adapter remarquablement bien. Donc, ils sont horlogers du roi jusqu'à la mort de Louis XVI. Ensuite, ils sont horlogers et ils servent les 500, puisque notamment, là je pense à Robert Robin, qui lorsqu'il décède a de l'argent lui est dû de la part du comité des 500, donc des révolutionnaires, et son fils continue, et ils sont ensuite horlogers de Louis XVIII, etc. Au passage, ils étaient devenus horlogers de Napoléon. Enfin, il y a pas de politique visiblement pour les horlogers. Alors c'est un peu particulier pour Breguet parce qu'il est donc suisse entre guillemets et que c'est un ami de Marat, et donc pendant la terreur il est obligé de s'enfuir, il retourne chez lui en Suisse. Donc ça c'est un petit peu particulier sur cet épisode révolutionnaire. Mais sinon les grands noms, ce sont les noms que, ma foi, d'objets que l'on voit partout dans les musées qui existent. Alors évidemment, j'aurais pu vous parler de Dotio. Alors Dotio, ça vous dit peut-être rien, mais la pendule de passement qui est à Versailles, c'est une pendule qui a été conçue par Passement, qui est un mathématicien, mais réalisée par Dotio. Et il se trouve que Dotio est arrivé à la maîtrise d'horloger par une dérogation, donc par arrêt du Conseil d'État du roi, pour vous donner le type de niveau de qualification des horlogers qui entraient éventuellement par dérogation. Alors au XVIIIe siècle, on connaît le nom des horlogers, et souvent au XIXe siècle, quand le nom est écrit, quand on dit c'est une pendule de Thomire, par exemple, eh bien c'est le nom du bronzier qu'on va connaître, et plus le nom de l'horloger, malheureusement pour moi. Elles ne sont pas signées en fait, les montres ni les horloges ne sont jamais signées. Alors si elles sont signées, c'est sur le cadran, et donc si c'est marqué HER du roi, ça veut dire horloger du roi, et on ne peut pas dire qu'on est horloger du roi si on n'a pas le brevet du roi, donc ça c'est extrêmement surveillé. S'il n'y a rien sur le cadran, il y a éventuellement sur la platine, mais vous avez vu sur la platine des montres qu'on peut faire graver son nom par un autre horloger. Donc après, il faut se méfier aussi des contrefaçons. Est-ce que les horlogers étaient juste horlogers? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure l'instrument de navigation qui était l'horloge, mais il y avait en savoir-faire, par exemple, le baromètre, certains instruments d'optique. Est-ce qu'ils venaient d'une profession, ça se développait à la même époque? Est-ce qu'ils étaient que horlogers? Alors, les métiers doubles, c'était une chose un petit peu compliquée au XVIIIe siècle, à cause, jusqu'en 1776, en tout cas, à cause des limitations des communautés. C'est-à-dire qu'on limitait vraiment l'action, le périmètre d'action à l'intérieur d'une communauté. Et donc, les métiers doubles, ce que j'appelle métier double, c'est-à-dire être horloger et autre chose en même temps, en général, c'est être horloger et receveur du roi, enfin donc financier, on va dire, ou des choses comme ça. Avoir deux métiers simultanément, ça n'est deux métiers de type artisanaux, ça n'est pas vraiment possible avant 1776, donc au moment où on libéralise un petit peu le fonctionnement. Ce qui n'empêche que de temps en temps, on fait appel à des horlogers, donc qui ont le titre d'horloger, pour leur demander de construire, par exemple, des systèmes mécaniques de précision. Il y a des horlogers qui vont s'atteler à essayer de contribuer à une machine de Marly, vous savez, pour remonter l'eau de la Seine. Mais ils gardent le titre d'horloger. Ils peuvent appliquer leur savoir-faire à d'autres éléments de mécanique, mais ils restent néanmoins horlogers. Et éventuellement horloger mécanicien, mais ça veut dire mécanicien d'horlogerie, même s'il s'intéresse à autre chose. Breguet, que j'ai cité tout à l'heure, va s'intéresser aussi bien au télégraphe avec Chappe, il va s'intéresser à la musique et construire un métronome, il va toucher à des tas de choses, mais on parle toujours de l'horloger qui fait autre chose. Mais on ne dit pas qu'il est à la fois horloger et opticien, horloger quelque chose. En tout cas, jusqu'à 1776, c'est difficile de le présenter, en tout cas officiellement par écrit comme ça. Oui, vous nous avez parlé de Paris, des horlogers de Paris. Est-ce que d'autres villes de France au XVIIIe siècle avaient des traditions horlogères? Absolument. Oui. Je parle de Paris d'abord parce que je me suis intéressée principalement à Paris et qu'au XVIIIe siècle, c'est le plus important centre horloger de France. Néanmoins, alors on va bouger un petit peu dans le temps, au XVIIe siècle, c'était la région de Blois qui était plus
avancé en horlogerie que Paris. En même temps que Paris, il y a un centre assez important, mais quand même moins important, à Lyon. Il y a aussi des horlogers qui sont installés à Toulouse avec une communauté de métiers à Toulouse, une communauté de métiers à Lyon. Là, on voit passer des choses entre ces trois communautés qui sont bien constituées. Après, il y a évidemment d'autres horlogers dans d'autres villes, mais qui ne sont pas dans des constitués, tel est le vocabulaire de l'époque, constitués en communautés d'arts et métiers. C'est-à-dire qu'il y a des villes où il n'y a pas d'obligation d'appartenir à cette communauté, répondre aux règles et suivre l'apprentissage, etc. S'il y a très peu d'horlogers, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ils s'installent et ils vivent leur vie. Mais ils ne sont pas réglementés. Oui, la conférence était « Quelle heure est-il » ? Non, vous avez l'heure. Vous avez l'heure. Je veux dire, à cette époque-là, c'était encore, pour les gens de la rue, c'était les cloches des églises. Oui, c'était les cloches des églises. Et d'ailleurs, il y a un élément qui est assez significatif à ce sujet, c'est que quand on regarde, par exemple, des inventaires après décès ou des inventaires, quels qu'ils soient, qui sont faits par des notaires, ils commencent toujours en disant « l'inventaire a démarré à 9h sonné ». Et il termine en disant « et l'inventaire s'est arrêté à midi sonné ». Il a recommencé à 3 heures de relevé et a cessé à 5 heures de relevé. Alors, je vous donne ces heures-là parce qu'en général, c'est exactement ça qui donne. Ce qui veut dire que s'il commence à 8h30 ou à 10h30, c'est peu l'heure chaud, mais ça veut dire que la référence, c'est vraiment l'horloge de l'église qui sonne. Il faut dire qu'à Paris, c'est un concert de sonnerie d'église, hein. Il y en a partout et tout le temps. Mais la sonnerie joue aussi un autre rôle. Et ça, je l'ai vu par exemple dans l'inventaire après décès du duc de Chevreuse, où dans son grand château, il a dans chaque pièce du rez-de-chaussée une pendule qui sonne, les heures, les demi-heures et les quarts d'heure. Vous les mettez toutes les unes après les autres, la probabilité qu'elles soient réglées pile poil pareil est assez faible. Donc ça devait sonner en permanence, quoi. Il y avait beaucoup de bruit au XVIIIe siècle. On imagine ça très silencieux. Il y avait beaucoup de bruit au XVIIIe siècle. Est-ce que les horlogers avaient des peintres attitrés, parce que c'est très décoré, toutes ces pendules ou toutes ces montres? Vous avez quelqu'un qui travaillait pour eux ou bien ils prenaient... Alors, il pouvait y avoir quelqu'un qui travaillait pour eux, à qui ils envoyaient les montres, mais j'ai dit aussi que pour les montres les plus prestigieuses, parfois on les envoyait jusqu'à Genève, qui était très célèbre pour la peinture sur émaux. C'était une grande spécialité de Genève. Et donc, parfois, les montres faisaient des allers-retours. C'est-à-dire qu'on achetait des pièces du côté de Neuchâtel, on les apportait à Paris, on les montait à Paris, on renvoyait à Genève pour peindre les émaux, on revenait à Paris, et après on disait que c'était une montre parisienne, évidemment, et on la vendait dans les alentours. Alors ça, toutes les montres ne faisaient pas d'allers-retours internationaux, bien sûr, mais parmi, j'aurais sans doute dû préciser, parmi la catégorie horloger, il y a plein de métiers. Il y a l'horloger, le maître horloger, c'est lui qui est responsable de tout, de l'assemblage, de la justesse, etc. Mais après, travaillent pour lui aussi bien des polisseuses, donc ils vont polir les pièces, des petites mains qui vont fabriquer des petites chaînes de montre, pas la chaîne de montre de Gousset, qui fabrique les petites chaînes qui servent d'entraînement dans la montre. On va avoir des gens qui fabriquent des pignons, on va avoir des gens qui fabriquent les cadrans, on va avoir des gens qui dessinent les chiffres sur les cadrans, etc. C'est un travail qui est extrêmement fractionné, et donc effectivement des peintres pour certains décors. Oui, s'il vous plaît, tout à l'heure, vous aviez dit que c'était les horloges des églises qui sonnaient. Mais c'était les horloges ou les cloches? Oui, j'ai pris un raccourci. Ce sont les cloches, mais qui sont reliées au mécanisme d'horlogerie, en fait. C'est soit c'est relié mécaniquement l'un à l'autre avec des systèmes d'engrenage, soit il y a quelqu'un qui voit l'heure et qui va sonner la cloche. Mais de toute façon, c'est lié au fait qu'il y ait un instrument de mesure du temps qui soit disponible. En général, il y a un lien mécanique entre la grosse horloge de clocher et les cloches. Au XVIIIe, il y avait des montres masculines et féminines ou c'était les mêmes? C'était les mêmes.
Alors après, chacun était libre de choisir le décor qu'il voulait, mais si vous voulez, de même que vous avez vu tout à l'heure dans le costume d'hommes et de femmes, certes très différent, mais pouvait être aussi autant décoré, plein de couleurs. C'était pas plus petite Non. On pouvait avoir autant l'un que l'autre. Il n'y avait pas de différenciation. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Je vous remercie de votre présence et surtout de votre belle conférence. Et donc, on se retrouve la prochaine fois, le 10 mars, pour la fabrique des fleurs artificielles, à la même heure. Voilà. Et pour ceux qui suivent les conférences du comité d'histoire, il y a une conférence demain au Petit Palais. Voilà. Sur le tourisme. Et pour les personnes qui veulent, j'ai apporté quelques exemplaires de mon livre si jamais il y a des personnes intéressées. N'hésitez pas à vous rapprocher. Merci.